BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous qui décrypte l'actualité des médias, de la pub et de la com sur BFM Business. Au sommaire aujourd'hui, un nouveau média digital qui se veut positif et centré sur l'innovation. Son nom, Réel Média, son fondateur, le journaliste, producteur, entrepreneur Bernard de la Villardière, et il est notre invité dans quelques minutes. Le paysage des agences de conseil en communication des entreprises du CAC 40 se transforme et on verra pourquoi dans le journal de Julien Casqui. Et puis ce week-end, le prince Charles devient roi. Quid de sa popularité en France? C'est notre sondage du jour par Harris Interactive pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. Hebdocom, c'est parti. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. En plateau avec nous, bien sûr, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et alors aujourd'hui, nous recevons un journaliste, un producteur, un entrepreneur média que l'on connaît tous, Bernard de la Villardière. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous, merci d'être sur le plateau d'Hebdocom. Vous êtes aussi le président fondateur de Réel Média que vous avez lancé il y a presque 2 mois. C'est un nouveau média numérique 100% vidéo avec des formats verticaux et disponible sur tous les réseaux sociaux. Réel se veut positif, centré sur l'humain, militant mais pas fondamentaliste. Qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi ce nom Réel ? Parce que notre baseline, c'est nous sommes tous acteurs du changement. Et Réel Média, parce qu'il se trouve que je voulais un média qui se rapproche le plus possible du réel et de la complexité du réel. Vous savez que la complexité, c'est malheureusement aujourd'hui, elle fait peur. Et donc les gens se réfugient vers des solutions simples et consultent les médias qui vont dans le sens de ce qu'ils pensent déjà, des préjugés. Or, Réel, justement, se confronte à la complexité du monde et aussi à la richesse humaine extraordinaire de l'aventure humaine à travers la planète. Vous savez que ça fait 17 ans maintenant que je voyage un peu partout dans le monde. Et ce qui me frappe, c'est que même dans les pays en voie de développement, qui ont été frappés par une tragédie, c'est l'énergie que dégagent les hommes et les femmes de ces pays pour se sortir de la situation dans laquelle ils sont. C'est ce qui fait le socle commun à la nature humaine à travers les continents. Et alors, comment vous allez faire à travers Réel et à travers les contenus que vous allez produire pour Réel pour mettre ça précisément en avant, pour mettre cette complexité en avant, pour mettre en avant ces acteurs de demain, ces acteurs de changement? Justement, c'est à travers des portraits. On a vu juste derrière vous à l'instant l'image de ce médecin qui a 102 ans et qui exerce toujours dans le Val-de-Marne, qui est un médecin généraliste et qui parle de sa passion et qui dit qu'il ne compte pas décrocher. Qu'est-ce que vous faites sur Réel que vous ne pourriez pas faire ou qu'est-ce que ça vous apporte par rapport Alors d'abord, la télévision, vous le savez bien, puisque vous dirigez CB News, c'est que les téléspectateurs, la moyenne d'âge, c'est au-delà de 50, voire 60 ans. Donc à travers Réel Média, je vais atteindre les jeunes beaucoup plus. Et puis c'est pas tout à fait le même format, c'est des formats de 2 à 7, 8 minutes, 10 minutes parfois. Et avec quelques centaines de milliers d'euros, on peut créer un vrai média qui touche des centaines de milliers de personnes tous les jours. Mais justement, comme c'est un peu à portée de main aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de médias digitaux, comment avec Réel vous allez vous différencier ? On se différencie déjà puisqu'on a 400 à 500 000 visiteurs chaque jour. On a plus de 200 000 abonnés sur Facebook notamment, mais aussi sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc on va se différencier par notre choix éditorial, cet angle éditorial positif et non dénonciateur et parfois hystérisé, où on veut diviser le monde, et notamment la France, entre les bons et les méchants, les vertueux et les autres, etc. Moi je dis, mais quel que soit le niveau, quel que soit le territoire, quel que soit son niveau d'éducation, quelle que soit la profession, nous sommes tous capables de relever les défis de la France d'aujourd'hui, et qui n'est pas seulement le réchauffement climatique, mais la solidarité, plus de liens sociaux. Que pensez-vous de ce mouvement, le wokisme? Donc je précise pour ceux qui ne savent pas, c'est un mouvement progressiste sensible aux problèmes de race, de genre et d'injustice sociale. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que Réel est woke? Non, Réel est pas woke. Militant.
Parce que réel, c'est le réel, justement. Le wokisme, c'est une idéologie qui veut plier les autres à sa vision du monde. Donc, c'est la dictature d'un certain nombre de minorités et à laquelle, effectivement, réel ne se pliera pas parce que nous serons dans la complexité, justement. Et le wokisme, vous savez, je ne sais plus cette formule, que c'est un moralisme sans morale, c'est une guerre qui ne veut pas dire son nom au monde d'hier, parce qu'on veut absolument effacer le passé pour reconstruire autre chose. C'est le rêve de la reconstruction et de l'homme ou de la femme nouveau ou nouvelle. Donc il ne faut pas reconstruire. Voilà. Donc il ne faut pas reconstruire, il faut partir de ce qu'on a pour construire, continuer de construire et voilà, d'inventer le monde de demain, mais à partir de la réalité d'aujourd'hui et de ce qu'est la nature humaine dans toute sa complexité et toute sa richesse. Et à commencer par la différence de sexe d'ailleurs. Enfin, voilà. C'est assez étonnant parce qu'on est dans un monde qui revendique la diversité, et la diversité la plus élémentaire, la plus essentielle, qui est aussi vieille que l'humanité, c'est la diversité des sexes, on veut l'effacer. C'est formidable. Heureusement que les hommes et les femmes ne se ressemblent pas. Pour vous lancer, vous avez levé 1,5 million d'euros. Comment vous gagnez de l'argent aujourd'hui? Est-ce que vous faites comme le font les autres, c'est-à-dire du brand content, donc c'est de la production de contenu pour les marques, ou est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? Quel est votre modèle économique? Alors, on va diversifier nos sources de revenus et pas seulement se baser sur le brand content. On va aussi produire pour la télévision et on va notamment produire aussi pour M6 grâce à la rédaction de Réel. Et c'est formidable de pouvoir reconstituer une équipe avec des jeunes qui ont 23, 24, 25 ans, qui sont très enthousiastes et qui sont à l'opposé de l'image que l'on peut renvoyer des jeunes d'aujourd'hui, un peu dépressifs, un peu je m'en foutiste, etc., ce qui n'est pas le cas du tout. Donc le brand content est quand même votre source de revenus principale? Oui, mais aussi la production télé, le conseil, la marque blanche. Quand vous dites que vous allez produire pour M6, par exemple, c'est pour la plateforme 6play ou c'est pour la télé linéaire? Non, c'est pour le linéaire également. C'est pour le linéaire également. On va faire un film notamment pour Zone Interdite sur Rungis et qu'on va coproduire avec Ligne de Front, ma société de production, et on va faire travailler des gens de Réel. Vous n'allez pas mettre de publicité sur Réel, sur les réseaux? Non. Non. Le brand content, c'est pas de la pub, hein, comme vous savez. On communique sur l'univers de la marque. Et encore une fois, 9 contenus sur 10 ne sont pas brandés, ne sont pas accompagnés par des marques. C'est des sujets purement rédactionnels. Et le brand content, comme vous savez, c'est aussi de l'information. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, quand on est une marque, on est obligé d'être rigoureux. Et là, vous avez des clients? Enfin, il y a déjà des... Alors, on a signé un Et qui sont-ils? Oui, alors on a signé un premier brand content avec l'Occitane, qui dès le départ a compris ce qu'on voulait faire, puisqu'on est très RSE compatible, évidemment, avec sa ligne éditoriale, l'engagement, le changement, l'innovation. Nous sommes tous acteurs du changement. Et donc, on va les accompagner pour raconter comment ils protègent la biodiversité, comment ils accompagnent les agriculteurs qui travaillent pour eux dans le sud de la France notamment, mais aussi comment ils se mobilisent au Burkina Faso pour l'émancipation des femmes. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on va faire avec eux sur le long cours. Si on ouvre un petit peu, la consommation de la télé évolue et vit un bouleversement hors norme en ce moment. Elle se digitalise, elle se délinéarise. Vous qui avez 17 ans d'enquête exclusive derrière vous et qui en même temps êtes acteur de ce changement avec Réel, est-ce que pour vous la télé, elle est morte? Non, pas du tout. Mais non, pas du tout, parce que Comment vous voyez son évolution? Comme à l'américaine, mais il y a encore, il y a des grandes chaînes, ABC, CBS, qui ont quand même un socle d'audience encore très important. Et puis sur les grands événements sportifs, sur l'information en direct, le 20h, regardez le 20h. J'ai participé à l'aventure de LCI, c'était il y a plus de 25 ans maintenant. Et je me souviens que quand on a démarré LCI, on regardait le journal de TF1 en se disant non, mais ils sont morts. Le journal de TF1... de Gilles Boulot, il fait plus de 5 millions de... C'est pas l'exception qui confirme la règle, justement, parmi toute l'offre qu'il y a aujourd'hui en télé? Non, parce qu'on a besoin de quelque chose qu'on peut regarder en famille, sur les grands événements et en direct. On a besoin de direct. Et la télé, elle offre toujours cette perspective du direct. Et puis, par ailleurs, il y a des émissions comme Enquête exclusive, c'est beaucoup d'argent. Et je trouve que je suis soutenu par la chaîne pour faire cette émission qui est un rendez-vous hebdomadaire, qui est devenu un vrai rendez-vous hebdomadaire et qui est très regardé par les jeunes d'ailleurs. Et est-ce que vous pensez que si Enquête exclusive s'était lancée aujourd'hui, ça aurait autant cartonné qu'il y a 17 ans?
Peut-être pas, C'est la peut-être petite pas. nuance en fait. Peut-être qu'on bénéficie d'un socle d'audience, d'une image à travers le temps qu'on a su construire, parce qu'on est très différents. 3 fois sur 4, ça se passe à l'étranger. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin encore de la télé classique. Et j'espère encore une fois qu'elle aura de beaux jours devant elle. Pour terminer cette interview, on va vous faire un petit questionnaire. On accueille Julien Casqui, notre journaliste BFM sentais bien Business. qu'il y avait un piège. Il va vous faire un petit questionnaire, 10 questions en rafale, 2 minutes, avec un chrono. Et on lance le chrono quand vous êtes prêts. C'est bon pour vous? Oui, tout va bien. On peut envoyer le chrono. Allez, première question de Bernard de la Villardière. Pour vous informer au quotidien, vous êtes plutôt journaux, radio ou réseau? Radio et réseau. Votre réseau social préféré, justement? Twitter. Anne-Sophie Lapix ou Gilles Boulot? Non, mais vraiment, il se trouve que je les aime beaucoup tous les deux, mais Anne-Sophie Lapix. Hanouna ou Barthès? Ni l'un ni l'autre. Si vous étiez obligé de choisir. Barthez. Nicolas de Taverneau en 3 mots. Nicolas de Taverneau, c'est un aventurier, c'est un chevalier, c'est un audacieux. Marié au premier regard ou L'amour est dans le pré? Plutôt L'amour est dans le pré. Un bon journaliste de télé pour vous, c'est quoi? Un bon journaliste de TV, c'est quelqu'un qui a mûri comme le bon vin. ChatGPT, inquiet ou pas inquiet? Non, pas du tout inquiet. Pourquoi ouais. Bon, parce que je pense que l'inventivité humaine, l'imagination n'aura jamais son logiciel. Couronnement de Charles III, événement ou non-événement? Événement considérable parce que justement ça va rassembler. C'est une des raisons pour lesquelles que la télé classique 4 beaux jours devant elle, ça va être un événement considérable qui va être regardé par des milliards de gens à travers le monde. Et je crois qu'un des derniers événements qui a été vu comme ça par des milliards de personnes à travers le monde, c'est l'enterrement de Lady Di. Ouais. On va en parler juste après, justement dans la suite de l'émission. Et puis dernière question, est-ce que pendant cette interview, il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose? Quand est-ce que vous prenez votre retraite? Quand est-ce que vous prenez votre retraite? Alors, Bonne question. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Merci Bernard de la Villardière, je le rappelle, vous venez de fonder Réel Média, média 100% digital. Vous restez avec nous, c'est parti pour le journal de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Le paysage des agences de conseil en communication des entreprises du CAC 40 se transforme. Eh oui, tout à fait, Rebecca. Vous savez, avant, il y avait DGM, il y avait 4 gros acteurs, DGM, Havas, Image7 et Publicis Consultant. Eh bien, aujourd'hui, d'autres acteurs émergent comme Tadeo, Primatis ou The Arcan. C'est ce qui ressort de l'étude annuelle du cabinet V qui a interrogé DIRCOM, journalistes et agences. Les raisons de cet éclatement du marché, une nouvelle génération de dirigeants du CAC 40 comme Christelle Edman à la tête d'Orange ou Benoît Bazin de Saint-Gobain, et une nouvelle génération aussi de patrons et patronnes d'agences comme Marion Dariotor de The Arcan ou Anton Molinin de Plead. Selon l'étude, le métier de DIRCOM s'est professionnalisé. Le DIRCOM est ultra connecté aux réseaux sociaux, très RSE aussi, et place les relations presse au centre de sa stratégie. Et concernant le palmarès des meilleures agences, Publicis Consultant et Havas restent tout de même en haut du podium. Tout à fait. Et si vous êtes en télé, on diffuse le classement intégral. La bonne nouvelle de la semaine, eh bien, c'est le cinéma français, le cinéma en France qui retrouve des couleurs pour la première fois. Il retrouve des niveaux d'avant Covid. 19 millions de spectateurs au mois d'avril selon le CNC, soit plus 38% par rapport à 2022 et plus 3% par rapport à 2019. Des chiffres importés par le succès de Super Mario Bros qui frôle les 5 millions de spectateurs et les 3 mousquetaires. Bruno Le Maire met une nouvelle fois la pression aux influenceurs. Il va publier dans les prochains jours les noms des influenceurs qui n'ont pas respecté les règles. Un name and shame, c'est comme ça qu'on l'appelle pour ceux qui ont eu recours à de la promotion pour des produits illicites ou qui n'ont pas indiqué tout simplement qu'ils travaillaient pour une marque. Il serait 30 influenceurs à ne pas respecter la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs. Bruno Le Maire promet des sanctions et des poursuites pénales.
en attendant la proposition de loi qui vise à mieux encadrer les influenceurs, qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui sera examinée au Sénat mardi prochain. Et en parlant d'influenceurs, justement, un des créateurs de contenu les plus connus, Squeezie, aux 18 millions d'abonnés, vient d'annoncer qu'il renouvelle son GP Explorer, la course de Formule 4 des stars du web prévue pour septembre. La première édition l'année dernière avait rassemblé plus d'1 million de spectateurs en simultané sur Twitch. Bernard de la Verdière, est-ce que vous connaissez Blue Sky ? Non. C'était une petite devinette, mais c'est pas évident. C'est le réseau social qui est en train de monter. Il est soutenu par Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter, et il se présente justement comme une alternative à Twitter. Selon le magazine Forbes, Blue Sky a été téléchargé 360 000 fois et plusieurs personnalités américaines ont déjà rejoint la plateforme, comme l'élu démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui compte quand même 10 millions d'abonnés sur Twitter. Blue Sky doit en partie son succès aux craintes autour de la gestion de Twitter par Elon Musk. L'application n'est pour l'instant ouverte que sur invitation. Bernard de la Villardière, vous en pensez quoi d'Elon Musk à la tête de Twitter ? Franchement, j'ai pas d'avis parce que j'ai vu beaucoup de choses et lu beaucoup de choses à son sujet. Et pour tout vous dire, le bonhomme m'intéresse parce que j'ai proposé à W9 de faire un documentaire sur Elon Musk. Et alors, voilà. Réponse Écoutez, j'attends une réponse, mais je crois qu'ils sont intéressés. Ouais. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle de Jules. Et ouais, parce que c'est pas parce que on est entre hommes et que on est potes qu'on peut pas se dire je t'aime. C'est le message de cette nouvelle campagne de pub. On voit 5 potes en vacances qui à tour de rôle vont se dire je t'aime, quasi tabou quand on est entre copains. La marque de vêtements veut se positionner ainsi comme moderne et questionner sur le rapport des hommes à leur masculinité. Elle se veut aussi durable et responsable. Je crois beaucoup à la tendresse entre les hommes. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais, j'embrasse mes amis. Vous leur dites je t'aime. Je suis assez tactile et je leur dis je t'aime. Bien sûr. Et on regarde et on écoute. Et voilà. Le cadeau, le cadeau. Oh là 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 là. Bon anniversaire mon gars. Mais non. Ah ouais. Beau gosse. On dirait qu'elle a été faite sur mesure. Elle est incroyable, franchement. Je l'ai achetée dans la boutique que tu kiffes. Comme monsieur ne porte que des fringues plus durables. Ouais, pas comme tes histoires d'amour. Non, franchement, elle est magnifique. Merci, mec. Je t'aime. Eh bah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Attends, Arnaud, on est entre gars, là, quand même. Oh, les gars, ça fait plus de 10 piges qu'on se connaît, on a passé notre vie ensemble. On peut pas se dire je t'aime. Attends, tu m'aimes pas, toi, peut-être? Moi, je t'aime. Moi aussi. Voilà, les gars. Bon, et toi, alors? Bah, moi aussi, je t'aime. T'es content? C'est bon. Bon, laisse-moi essayer ta veste. Non, même pas en rêve. Arrête avec ça, non. Les hommes changent, leurs vêtements aussi. C'est le slogan de cette campagne conçue par l'agence Saatchi & Saatchi. Elle sera déployée en télé, au cinéma et en affichage. Vous me disiez qu'elle vous plaît, cette campagne ? Oui, elle est top. Et puis j'en profite puisque j'ai un blouson de cuir que m'a offert mon frère il y a 20 ans pour lui dire je t'aime. Philippe. Voilà, Philippe, votre frère vous aime. Frédéric, vous aussi, vous vous dites je t'aime entre copains. Merci Julien pour le journal. Merci encore Bernard de la Villardière d'avoir été notre invité. Vous êtes le fondateur de Réel Média, voilà, média 100% digital. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Pour certains, il s'agit d'un des événements les plus grands de l'année. Pour d'autres, c'est une journée comme une autre. Ce week-end, Charles III est sacré roi. 70 ans après le couronnement de sa mère, un événement retransmis à travers le monde entier et couvert par tous les journalistes. Mais le roi sera-t-il à la hauteur de la reine? Réussira-t-il à être aussi populaire dans le monde entier? C'est notre question de la semaine. À date, avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion du roi du Royaume-Uni, Charles III? Et réponse relativement nuancée auprès des Français. Un peu moins de la moitié d'entre eux déclarent en avoir une bonne opinion et un quart en ont une mauvaise opinion. Et puis le tiers restant ne le connaît pas assez pour se prononcer. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Charlotte Eusen, bonjour. Bonjour. Vous êtes associée chez Tilder. Mathilde Obino, bonjour. Bonjour.
Vous êtes co-auteur et enseignante en communication. Charlotte, comment on explique que même pas 50% des sondés aient une bonne opinion de Charles III? Oui, alors c'est vrai que ces résultats sont très contrastés. D'ailleurs, on avait des résultats assez identiques la semaine dernière sur Elon Musk. Je ne sais pas si on peut en tirer quoi que ce soit, mais en tout cas, les Français sont très indécis. Ça fait un rapport entre Elon Musk et Charles. Ils ont du mal à trancher. Oui, exactement. Donc, moi, ce que j'analyse, c'est lié au marqueur de communication qu'a choisi Charles III, qui est très clairement la sobriété. Sobriété de la parole, sobriété de la posture, sobriété du couronnement. On en a beaucoup parlé et il y tient beaucoup. Et toute la communication est vraiment anglée autour de cette question de la sobriété et d'une forme de royauté plus frugale et plus proche des préoccupations des Anglais. Le sujet est évidemment que cette sobriété rentre en confrontation avec les attributs de la royauté et que ça crée finalement une sorte de flou. On nous parle d'un menu beaucoup plus frugal que d'habitude, mais il va quand même faire un tour en calèche dans tout Londres, ce qui peut paraître là aussi très déconnecté des besoins quotidiens et des attentes des Britanniques. Donc je pense que c'est cette confrontation avec ce marqueur de communication qui crée aussi ce flou et ce doute et ces résultats extrêmement fragmentés. Mathilde Aubineau, vous êtes d'accord? Oui, finalement, on ne connaît pas grand-chose de Charles. On sait que c'est un fils, que c'est un père, que c'est un mari, un ex-mari, un amant. Bref, il est défini par sa famille, la famille dans laquelle il a grandi, la famille qu'il a construite aussi. Mais finalement, quand on parle de lui, on va faire référence à la reine. Il va falloir exister pour lui-même. Et comme le disait à l'instant Charlotte, comment va-t-il pouvoir se projeter dans la société du XXIe siècle? Le carrosse participe de cette symbolique de la royauté. Il faut envoyer des signes et en même temps montrer que le roi est attentif à ces sujets, à leurs attentes, à leurs préoccupations aussi, et arriver justement à concilier ces deux problématiques. Alors comment il pourrait faire pour se démarquer de sa mère ? Alors, on le sait depuis longtemps, il a un vif intérêt, une conviction sur les sujets environnementaux. Et ça peut être un moyen aussi de se rapprocher des jeunes générations. Ça sera important pour lui de laisser une empreinte, de se dire finalement qu'est-ce qu'il peut apporter concrètement sur la scène internationale, auprès des Anglais aussi, d'arriver à imposer ces sujets, d'arriver à exister dans l'agenda et finalement en se détachant, de se dire on a la reine, qu'il existe lui aussi. On parle de la reine, mais également par rapport à son fils, par rapport à William, à Kate, et donc d'arriver finalement, alors qu'on connaît énormément de scandales, d'épisodes médiatiques, d'arriver finalement à avoir un traitement médiatique qui lui est favorable, donc d'arriver à l'imposer aussi. C'est un vrai défi pour lui. Le sujet, c'est aussi de sortir de cette image d'éternel héritier de plus de 70 ans pour arriver à imposer, à cocher des cases d'ADN de modernité. L'environnement en est évidemment une très importante. Est-ce que ça suffira pour qu'il arrive à impulser autre chose que ce qu'il dégage déjà depuis des années et qu'il soit autre chose qu'un roi de transition? Parce que c'est une formule qu'on entend énormément. Ça me paraît une équation insoluble. Est-ce que pour les Français, parce que je reviens au sondage, c'est pas finalement un peu un spectacle? Ils sont assez attentifs parce qu'ils connaissent pas bien l'acteur. Ça fait longtemps qu'il est là, mais de fait, on n'a jamais tellement entendu, alors que sa mère, on avait eu le temps de la voir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, quoi? C'est un peu... On attend de voir pour se prononcer. Pour se prononcer, non, un peu. Et en même temps, la fascination est sans doute toujours là. Il y a le carrosse, là, pour le coup. Exactement, et c'est un sujet qui monopolise quand même une partie des médias depuis quelques jours et qui va être évidemment au cœur de l'actualité de samedi. Donc cette fascination, y compris pour des républicains en France, elle est là, elle perdure. Son règne, il a commencé il y a quelques mois. Comment on pourrait qualifier à date son style, ce qu'il dégage depuis le début de son règne? D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est une question qui revient beaucoup. Son règne a déjà débuté et ce couronnement arrive finalement tard, alors qu'on a l'impression qu'il a déjà initié un certain nombre d'actions, de déplacements. Il est allé en Allemagne, donc le déplacement en France avait été annulé. Donc on a déjà, en tout cas, une première ligne directrice qui est tracée et ce couronnement arrive presque trop tard, ou en tout cas très tardivement pour une partie de l'opinion, ce qui là encore explique aussi que ça puisse brouiller les résultats et expliquer qu'on n'arrive pas vraiment à concevoir la place de cette journée et l'importance qu'on va lui donner.
Mathilde. Et cette journée qui est cruciale, parce que ce sera aussi peut-être le temps, c'est aussi le temps de l'émotion. Finalement, on voit ces engagements, on voit ces prises de parole, ces rendez-vous fixés. Mais ça, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qui va faire, qui va nouer des liens, cristalliser justement l'attention. Vous parliez à l'instant de spectacle. C'est un spectacle et c'est perçu, raconté et représenté de la sorte. Et donc, si en effet il y a un effort qui est fait par rapport à une dimension extrêmement factueuse, on attend justement en tant que téléspectateur, c'est un temps qui est pensé aussi pour les médias, qui est pensé à l'échelle du monde entier. On a évidemment en tête le couronnement en 53 de la reine Elisabeth, qui est un temps spectaculaire où justement il y a une reprise et ça fait partie de nos mémoires de téléspectateurs. Merci Mathilde Aubineau, vous êtes enseignante en communication et co-auteure. Merci Charlotte Ozen, vous êtes associée chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy, la chronique de CB News. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, on parle de désinformation cette semaine. Oui, en effet, Rebecca, on parle de désinformation à la suite de la livraison du dernier rapport annuel de Reporters sans frontières qui insiste sur ce nouveau fléau qu'est cette désinformation qui est une véritable menace pour la liberté de la presse. En réalité, ce n'est pas tout à fait une nouveauté pour les dictateurs et tous ceux qui, de manière générale, n'aiment pas partager le pouvoir ni la liberté. Le mensonge est une arme particulièrement efficace. Mais ce qui a changé, c'est cette fameuse intelligence artificielle dont je vous parle si souvent et qui permet d'améliorer considérablement l'efficacité des menteurs en leur fabriquant des fausses preuves aussi crédibles que les vraies. Comme la fameuse fausse photo du pape François en doudoune blanche. Oui, ou celle de Donald Trump menottée le jour où il était entendu par le grand jury. Des images créées par l'IA qui ont la qualité de vraies photos. Pour le moment, la plupart de ces pseudo-clichés sont le fait de plaisantins, donc ça n'est pas encore en réalité très inquiétant, mais on peut effectivement se demander si ces outils, dans les mains de dictateurs, peuvent devenir plus dangereux. Staline, on s'en souvient, ou pas d'ailleurs, faisait en son temps effacer des photos officielles. Ses ex-amis qu'il avait fait exécuter, aujourd'hui, Vladimir Poutine et quelques autres, ont l'IA pour manipuler l'opinion de leur peuple. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire l'IA pour protéger la liberté de la presse ? Malheureusement, ça ne servirait à rien. Elle est déjà là, elle est répandue, et même si certains pays y réfléchissent, l'Italie l'a un petit peu fait avec ChatGPT, ça n'empêcherait pas la Corée du Nord et quelques autres, la Corée du Nord qui est quand même classée dernière du classement de Reporters sans frontières, de manipuler ces logiciels. Et même si l'un des pères de cette technologie, Geoffrey Hinton, estime un tout petit peu tard quand même qu'elle est un danger, la meilleure réponse au mauvais usage de l'intelligence artificielle, au fond, c'est notre intelligence humaine, notre capacité à discerner le vrai du faux. Il est trop tard pour interdire. Il nous reste la puissance de l'info libre pour lutter contre la désinformation, la dictature et l'obscurantisme. C'est pas facile, mais c'est très important. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout sur toutes nos plateformes. Très très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.